Si nous avions organisé cette conférence à l'époque de Jésus-Christ, on aurait été 2 dans la salle. On aurait été 2 parce qu'à l'époque, il y avait à peu près 1 personne sur 40 par rapport à aujourd'hui. Et si nous l'avions organisé il y a seulement 40 ans, nous aurions été moitié moins nombreux. Un animal de 60 kg, prédateur qui plus est, il est rarement présent sur la planète, à plus de quelques millions d'exemplaires. Nous sommes présents à quelques milliards. L'habitude que nous avons de parler en milliards, elle est liée à notre histoire récente, et c'est quelque chose qui, très probablement, dans l'histoire de l'humanité, quand on regarde le passé et quand on envisage l'avenir, sera considéré comme un pic, un point extrêmement particulier. Alors aujourd'hui, cette pression anthropique, évidemment, elle constitue ce nombre d'hommes constitue, un élément essentiel de la pression anthropique. Et curieusement, alors que l'écologie est à peu près présente dans l'ensemble des mouvements politiques, vous le voyez avec les élections européennes où chacun prétend être plus écologiste que son voisin, ce sujet reste extrêmement peu évoqué. Je veux aussi remercier les différentes personnes qui nous ont aidés à faire cette conférence. Monsieur Denis Garnier, qui est le président de l'association Démographie Responsable, Gilles Lacan, président d'Écologie sans frontières, qui a été à l'origine, à l'initiative de cette conférence et qui a lourdement travaillé pour ça. Et puis également Jean-Loup Berthaud, qui est planétologue et qui nous a aidés à travailler avec les différents intervenants scientifiques. Ici, c'est lui qui nous a permis d'avoir tous ces contacts. Il y aura la présence de M. Michel Sourouille, qui a été en France l'un des premiers à susciter l'écriture d'un livre sur la question démographique, puisqu'il a coordonné l'ouvrage Moins nombreux, plus heureux. Je voudrais aussi donner, ce qui était convenu, la parole quelques minutes à M. Lirs de l'Association des journalistes de l'environnement. Si nous nous sommes associés à cette initiative avec Écologie sans frontières, dont je suis également membre, et à Démographie responsable, c'est parce que nous considérons qu'il y a plusieurs menaces planétaires dont vous avez entendu parler régulièrement. Ces menaces planétaires qui sont le changement climatique et qui sont la biodiversité, dont vous avez encore plus entendu parler ces derniers jours. Pour nous, la troisième menace planétaire, c'est bel et bien la surpopulation. Et les premiers à souffrir de la surpopulation, c'est les pays eux-mêmes. Ce n'est pas une question de crainte d'émigration ou de choses comme ça, c'est les pays souffrent, ils ont un problème de chômage, ils n'y arrivent pas à manger, etc. On sait que ces questions-là, elles sont des évidences. Ces évidences-là, il faut les poser. Et pour nous, c'est une évidence de pouvoir le faire et on est très content de participer aujourd'hui, ce soir, à ce débat. Merci. Comme il a été introduit, je ne suis pas du tout démographe. Moi, ma spécialité, vous allez juste le voir, c'est plutôt le climat. Et donc, comme introduction à la soirée de ce soir, on va partir de loin. Je vais vous montrer comment, en fait, l'homme est passé d'une situation où il était totalement inféodé au climat et aux conditions environnementales, comment, d'une certaine façon, il s'en est libéré, et comment, finalement, on est en train de retomber dans des questions où notre environnement va vraiment impacter très fortement. Aussi bien les grands singes que les premiers hominidés, ils ont été complètement pilotés par le climat et l'environnement. Ils étaient pour les grands singes assujettis à des fruits toute l'année aux forêts tropicales, et ils ont été pour les hommes et les hominidés très liés à l'eau parce que la naissance et l'émergence de l'homme s'est fait en Afrique dans des conditions d'aridification importantes. Donc on va arriver maintenant au deuxième temps de cet exposé, un temps beaucoup plus proche. On va aller du quaternaire, c'est-à-dire les 2 derniers millions d'années, jusqu'à la période dans laquelle on vit, qui est en fait la période où l'homme, finalement, s'est hissé en termes de facteurs forçants du changement climatique. Si vous voulez, sur des millions d'années, les facteurs forçants du changement climatique, c'est des facteurs lents, la tectonique des plaques, les forçages orbitaux, c'est des facteurs qui jouent sur des millions, des dizaines de milliers d'années. Alors que là, on est passé à l'anthropocène, dont je vais parler maintenant, à un facteur forçant qui est l'homme lui-même, qui est capable de changer son climat et son environnement en quelques centaines d'années, avec tous les problèmes que ça pose. Alors si on se met un peu en recul, on regarde dans les sciences ce qu'on connaît vraiment bien, une des révolutions importantes du siècle dernier, c'est d'avoir été capable de mesurer directement le contenu atmosphérique de la planète depuis 800 000 ans. Donc on sait que depuis 800 000 ans,
il y a une variation entre des cycles glaciaires, où il fait très froid, où il y a non pas 4, 2 comme aujourd'hui, mais 4 calottes de glace, et des cycles interglaciaires dans lesquels on vit. Les cycles glaciaires durent très longtemps, c'est-à-dire durant en fait des centaines de milliers d'années, et les interglaciaires plutôt des dizaines de milliers d'années. Donc il faut avoir l'idée que le climat du dernier million d'années, c'est plutôt un climat froid. Donc voilà, et c'est dans cette oscillation glaciaire et au cours de la dernière oscillation glaciaire interglaciaire, c'est la diapo suivante, où vous voyez quand même que l'homme, l'Homo sapiens, a eu des conditions qui lui ont permis, des conditions d'un développement du cerveau qui lui ont permis d'investir la totalité de la planète. C'est-à-dire qu'entre 135 000 et 15 000 ans, l'homme est partout sur Terre. Donc, la diapo suivante, elle vous montre maintenant, on prend un peu moins de recul, là je vous ai montré le climat sur 800 000 ans, le climat sur le dernier cycle glaciaire, maintenant on regarde le climat sur les 10 000 dernières années, et vous voyez qu'en fait, les 10 000 dernières années qu'on appelle l'Holocène, c'est un climat stable, relativement stable. Et donc c'est un climat très favorable, non seulement à l'expansion des hommes, mais aussi à la sédentarisation, à l'utilisation de l'agriculture et à un changement profond d'une population de chasseurs-cueilleurs à une population de villes et d'hommes sédentarisés. Et vous voyez qu'en fait, le climat ne varie pas beaucoup. Il ne varie pas beaucoup sur 10 000 ans, il varie peu aussi sur le dernier millénaire. Vous connaissez tous l'histoire du climat du dernier millénaire. Alors, évidemment, il y a des modulations, il y a l'optimum climatique, il y a le petit maximum glaciaire, enfin, l'optimum médiéval, ensuite il y a une période plus froide. Mais c'est des modulations très peu importantes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc ça c'est la diapo suivante, ça vous montre quand je vous parle là maintenant, où est-ce qu'on en est rendu? Eh bien on en est rendu au fait que l'empreinte climatique, le développement de l'homme, ça soulève plein de questions sur l'énergie, sur lesquelles je reviendrai plus tard, mais ce qui est important de voir ici, c'est que l'homme s'est vraiment hissé en très peu de temps. Il a la capacité de modifier sa propre atmosphère. Ça, c'est sûr, c'est mesuré, et de façon extrêmement importante. Je vous ai dit qu'on avait mis près de 40 millions d'années à baisser de 1000 ppm dans l'atmosphère de CO2 jusqu'à 280, qui sont les valeurs normales, et que là, en quelques siècles, on va remonter de 280 à plusieurs centaines, enfin 500, 600, 700 ppm de CO2. Donc c'est vraiment un développement qui est complètement fulgurant. Là, vous voyez, donc, on peut le voir sur les températures, sur la remontée du niveau marin, sur les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est là où on est, et à partir de là, mon métier à moi, c'est d'utiliser des modèles pour faire des projections. Là, je ne vous parle plus du passé, pour lequel on a des données, pour lesquelles on peut valider ce qu'on trouve, mais sur des projections qui sont basées donc sur des scénarios. Alors ces scénarios, qu'est-ce qu'ils montrent? C'est la diapo suivante, ils vous montrent que, et ça c'est un truc très important pour en discuter plus tard, mais les experts du monde entier, c'est quand même la première fois qu'une discipline scientifique comme la climatologie s'est structurée au niveau mondial pour, depuis 30 ans, faire des alertes aux pouvoirs politiques et aux citoyens et pour montrer ce qui risque d'arriver. Donc là, vous avez plusieurs scénarios, je vais très vite. Le scénario qu'on peut appeler business as usual, on ne fait rien, qui dans notre jargon s'appelle le RCP 8.5, qui va conduire à la fin du siècle à une augmentation de température de 4 à 6 degrés et une augmentation du niveau marin de l'ordre d'à peu près 1 mètre, et un scénario qu'on appelle dans notre jargon le RCP 2.6, où en gros on maîtrise et on arrive à maintenir l'augmentation de température à 2 degrés et l'augmentation du niveau marin à 40 cm. Donc ça, c'est ce qui est calculé dans ces rapports du GIEC, qui nous éclairent un peu sur ce qui risque de se passer au cours du siècle du point de vue climatique. À ceci se superposent, s'ajoutent des phénomènes non linéaires. Donc j'en discutais tout à l'heure, juste avant le début de cet exposé. Vous savez, vous avez peut-être vu des maisons de Yangois, vous savez que par exemple, le pergélisol est en train de fondre, ce qui va libérer du carbone dans l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. C'est-à-dire que vous bougez un système, le système répond en amplifiant la perturbation initiale. Donc vous avez toute une liste comme ça, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez toute une liste comme ça de phénomènes climatiques qui risquent de faire basculer encore plus vite le système. Alors je vais vous juste donner un exemple, c'est que l'océan, si vous voulez, l'océan c'est une grosse machine thermique, et là, il a un talon d'Achille. Ce talon d'Achille, c'est le fait qu'il y a très peu de zones océaniques où on forme des eaux profondes. Pourquoi? Parce que pour former des eaux profondes, il faut avoir des eaux denses, donc très salées et très froides. Ces zones sont dans les hautes latitudes nord, très près des calottes de glace. Si les calottes de glace fondent, et c'est la diapo suivante, ça peut modifier de façon importante les courants océaniques. Donc ça, c'est quelque chose auquel on est très habitué dans le passé, parce qu'on l'observe de très nombreuses fois. Une dernière question, alors là, puis après on passe à l'intervention suivante. Oui, moi je voulais juste
faire une petite intervention par rapport à la première question qui a été posée et qui effectivement qui revient de manière systématique parce que ça pose un problème. Les pauvres et les riches, si les riches changeaient leur mode de consommation, est-ce que ça ne serait pas plutôt la meilleure solution, la meilleure formule pour réduire ces menaces sur le plan climatique? Alors, on peut aller dans ce sens-là, parce que c'est vrai que dire, ben, ça serait bien si au Nigeria il y avait moins d'habitants, en tout cas qui progressent moins vite, ou en Afrique d'une manière générale, alors que les perspectives, les projections en Afrique sont tout à fait considérables en termes de population. C'est vrai que c'est rejeté sur les gens les plus pauvres la responsabilité et ça est quelque chose de choquant. Mais moi je remarque, là on est dans une période électorale, des gens qui proposent un SMIC à 500 €, il n'y en a pas beaucoup. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc, moi j'ai écouté le président Bush qui a dit « Notre mode de vie n'est pas négociable ». C'est la même chose. C'est-à-dire que ceux qui sont en haut du tableau, je ne parle pas du Qatar, parce que bon, le Qatar, c'est pas grave, ils sont pas très nombreux, mais les USA, la France, l'Europe et les États-Unis, il faudrait qu'ils baissent vraiment, les États-Unis peut-être de 6 fois, la France de 2 ou 3 fois, pour arriver au niveau mondial, et encore le niveau mondial, on est en dépassement dès le mois d'août. Donc le niveau idéal devrait être 1 sur ce tableau-là. Et 1, ça veut dire qu'en France, on diminue par 3 ou 4 notre niveau de vie. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire un programme là-dessus à l'heure actuelle. Même si les gens sont très conscients qu'il y a des problèmes climatiques, je ne vois pas trop des propositions en ce sens. Donc, et je termine, excusez-moi, c'est un peu long, ce qu'il faut peut-être, c'est insister sur le fait que s'il y a moins de Français, c'est pas de génocider des Français, s'il y a moins d'Américains, s'il y a moins pas de Germains, mais d'Allemands ou de Japonais, ça favorisera certainement les menaces sur le climat. Donc, les problèmes démographiques, et c'est ça qui est bien, on trouve, dans la démographie responsable, ne sont pas uniquement de dire ben, les Africains ils font trop d'enfants, ça serait bien s'ils en faisaient moins, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, mais c'est aussi de dire peut-être qu'en Europe, il faudrait moins d'enfants, il faudrait en tout cas moins de population sur la scène européenne et il faut arrêter avec les politiques natalistes. Nous sommes un gros mammifère omnivore. Les gros mammifères omnivores, j'en prends 2. L'ours brun, il est présent sur tout l'hémisphère nord. Et le chimpanzé, il est présent sur tout le continent. Il est présent sur tout le continent africain. L'ours brun, il en reste 200 000. Quand il était en pleine forme, on pense qu'il y en avait 2 millions. Le chimpanzé, quand il est en pleine forme, on pense qu'il y en a entre 1 et 2 millions. Donc l'ordre de grandeur, et on va parler d'ordre de grandeur, l'ordre de grandeur de la population dans les écosystèmes d'un gros mammifère omnivore, c'est le million. Entre moins 100 000 et moins 10 000, il y avait environ 5 millions d'hommes sur Terre. Et puis, la population a quadruplé après la révolution agricole. Il y a environ 5 millions. Bon, je passe rapidement sur les chiffres qui ont déjà été donnés par les uns et par les autres. Je voudrais simplement vous parler d'une étude qui est intéressante, qui vient d'être réalisée, qui a été réalisée il y a 3-4 ans par une équipe lyonnaise. Ils ont recensé les sites archéologiques d'Europe, ils les ont datés, on a suffisamment de données pour en tirer une modélisation de ce qu'a été, selon eux, l'évolution de la population européenne.
La population européenne est stable autour de 4000 à 5000 Homo sapiens en Europe. Entre moins 60, Homo sapiens est arrivé en Europe à moins 70 000 ans environ, entre moins 60 et moins 40, environ 4000 à 5000, et moins 20 000, pardon, entre 4000 et 5000 hommes modernes. Ça bouge. On en a parlé, Gilles Ramstein en a parlé, c'est la période glaciaire. Quand ça se réchauffe, on estime que ça passe à 30 000. Alors, ce n'est pas un chiffre étonnant. Réfléchissez à ce qu'est la vie d'un gros mammifère omnivore, chasseur-cueilleur et très intelligent, déjà doté d'armes, etc. Bon, on a besoin d'une vallée pour sa famille et son petit clan. Hein. On a besoin il peut y avoir une famille en Maurienne et une famille en Tarentaise. Il peut y avoir une famille à Fontainebleau et une autre à Orléans. On n'est pas les uns sur les autres. À la fin de la période glaciaire, donc on passe à 30 000, et en moins de 2000 ans, on passe à 300 000. En moins de 2000 ans, après le néolithique, après la révolution agricole, on passe à 300 000. En Europe, pour mémoire, il y a 750 millions de gens. Alors pourquoi on passe à 300 000 ? Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. On a choisi une stratégie qui était de nous couper de la nature. Alors, ça c'est important, cette figure est importante, elle est récente, elle est de l'année dernière, c'est la répartition du vivant en poids sur Terre. Alors, en vert, vous avez les plantes, le petit triangle en bas à droite, c'est les animaux, le reste c'est les bactéries, les virus, les archées, etc. Le petit triangle en gris à gauche en bas, c'est les animaux, et on a détaillé les animaux dans la figure de droite. Dans la figure de droite, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe en bas. En bas, vous avez en mauve les animaux domestiques, en marron les hommes, et vous avez une toute petite traînée rouge que vous voyez à l'extrémité droite du tableau. Ce sont les animaux, ce sont les mammifères sauvages. Voilà la répartition en pourcentage correspondante. 60% du poids des mammifères, c'est des animaux domestiques. Alors à la question, est-ce que c'est malin d'être vegan, etc. Oui, c'est vrai que c'est la stupide comme ça, mais les vaches sont responsables. L'élevage, afin de nos nourriture regardez, sont responsables de bonne partie de nos problèmes de biodiversité et un peu avec le climat. Donc c'est pas complètement idiot de dire que nous avons intérêt pour plein de raisons, y compris de santé, à manger moins de viande. Et sans aller jusqu'à dire que les véganes sauveront la planète, c'est vrai que si avec des véganes, ça serait plus simple de protéger la biodiversité. Donc c'est vrai. 60% d'animaux domestiques, 36% d'humains et 4% d'animaux sauvages. Des éléphants aux lapins de Garenne, 4%. De la masse. Notre responsabilité, j'ai dit, elle est d'abord comme pays riches. Et parce que nous avons fait du colonialisme en modifiant les systèmes de production d'un certain nombre de pays. La deuxième est parce que nous continuons de manger sur les autres, vivre sur les autres. Il faut également que nous nous disions que notre travail n'est pas de préserver la biodiversité, mais de recoudre le tissu vivant de la planète. On a eu une stratégie de protection de la nature complètement négative, complètement de défense. Il fallait se défendre, il fallait protéger les espèces menacées, protéger les espaces spatiaux. Quand on se défend, on a une stratégie uniquement défensive. On a une stratégie perdante, c'est-à-dire qu'on perd moins que si on avait perdu plus. Mais non, il faut avoir une stratégie offensive. Non, nous ne recréerons pas d'espèces. Ça, c'est pas facile. Mais en revanche, nous pouvons recoudre le tissu. Nous pouvons rétablir les liaisons. Le changement climatique va pousser les espèces à se déplacer partout. Est-ce qu'il se trouve dans les barrières de béton? Et elles ne passeront pas. En résumé, il faut se réconcilier avec la nature. Et cette réconciliation, elle passe d'abord et surtout par un changement dans les comportements. Alors ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à une planche que Gilles a déjà présentée. C'est l'évolution de la température qui dit que pendant 2000 ans,
pendant 1000 ans, montré c'était quelque chose de très stable et plutôt décroissant. Et puis, pendant les 150 dernières années, il y a une explosion. Ça, c'est la loupe sur l'explosion du réchauffement. Et au lieu d'être stable, c'est quelque chose qui manifeste une augmentation qui est supérieure à 1 degré pendant les 120 dernières années. Dans le même temps, l'autre phénomène majeur, c'est la concentration du CO2 dans l'atmosphère. C'est exactement le même genre de présentation. Ici, on a les âges glaciaires, minimum de la concentration du CO2 dans l'atmosphère, vers 180 par volume. Ça, c'est les âges interglaciaires, environ 280, et puis tout d'un coup, il y a 150 ans, il y a une explosion, il y a une loupe à droite qui montre les détails de l'explosion. Nous sommes dans une période de croissance de la concentration du CO2, et cette croissance, elle est plutôt en train d'accélérer. Alors, ces deux phénomènes sont liés, comme aurait écrit Victor Hugo, ceci a créé cela. Dans Notre-Dame de Paris, donc, pour donner du contenu à ce que je viens de dire, il faut revenir à l'effet de serre. C'est l'effet de serre et l'augmentation de l'effet de serre qui est le mécanisme qui intervient. Alors, je fais une planche qui est l'effet de serre pour les deux, parce que je pense que c'est important que tout le monde le comprenne, et je pense que c'est possible. Le Soleil chauffe la Terre. C'est cette grande flèche jaune, il la chauffe dans le rayonnement visible. Alors une fois que la Terre est chauffée, il faut qu'elle évacue la chaleur qui vient de lui arriver, parce que sinon elle se mettrait à bouillir. Alors elle l'évacue, mais elle ne l'évacue pas dans le même domaine de longueur d'onde, elle l'évacue dans le rayonnement infrarouge. Et dans le rayonnement infrarouge, il se passe quelque chose, parce que ce rayonnement, quand il monte, il est arrêté et largement absorbé par des gaz qui sont présents dans l'atmosphère, qui sont des gaz à effet de serre. Et la pointe, ce qu'il faut voir, c'est que ces gaz, vis-à-vis du rayonnement solaire, ils sont complètement transparents. Donc ils n'interviennent pas à l'aller, mais ils interviennent beaucoup au retour. Alors ces gaz qui sont donc chauffés par la Terre, ils émettent un peu vers les hauts, ils émettent beaucoup vers la Terre, et c'est ça l'effet de serre. C'est ça qui augmente la température de la surface, et c'est ça qui génère le réchauffement climatique que nous avons actuellement. Alors le CO2 atmosphérique, donc, qui est la cause du réchauffement, d'où vient-il, où va-t-il? Eh bien, le CO2 atmosphérique, c'est un produit de l'activité humaine. Ce diagramme, qui s'étale sur de 200, un peu plus, il part en 1900, je crois, et il fait le bilan du CO2 atmosphérique. Ça, c'est la quantité de CO2, et l'unité, c'est la gigatonne, le milliard de tonnes, hein, de moins 40 à plus 40. Vers le haut, c'est ce qui est émis vers l'atmosphère. Et l'énorme portion qui est en gris ici, c'est ce qui correspond à la consommation des combustibles fossiles, charbon, gaz et pétrole. Et puis il y en a un bout qui est beaucoup plus petit mais qui n'est pas négligeable, que les anglo-saxons appellent land use change. En fait, c'est la déforestation pour donner plus d'hectares aux pratiques agricoles. Mais ça fait 10% du total. Voilà ce que reçoit l'atmosphère. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Eh bien, il y en a une partie, 12 milliards de tonnes, qui tombe dans l'océan. Il y en a une partie, 9 milliards de tonnes, qui est absorbée par la surface continentale. Et puis, il y a le sol, et le sol, il ne retombe pas, il reste dans l'atmosphère. Il y a 17 milliards de tonnes qui restent, et c'est ça l'augmentation du CO2 atmosphérique qui nous pose le problème. Ce bilan est presque parfaitement doublé, mais presque parfaitement bouclé, mais pas tout à fait, ce qui montre bien que c'est du travail sérieux et évalué par des méthodes indépendantes. Ok. Alors pourquoi parler de démographie une fois qu'on a établi que c'est l'activité humaine qui est à l'origine de l'augmentation du CO2 atmosphérique à cause de l'équation de Kaya. L'équation de Kaya est quelque chose que Gilles a mentionné tout à l'heure, tout au début, mais il ne l'a pas écrite. Alors je l'écris. C'est une équation ultra simple et c'est la seule équation que je vais vous montrer. Ça dit quand une quantité provient de l'activité d'un grand nombre de personnes, on peut l'écrire sous la forme d'un produit
Q majuscule, la quantité produite, c'est la population, grand N, que multiplie Q minuscule, qui est la quantité moyenne produite par individu dans la population. Alors, c'est une moyenne qui, évidemment, peut s'étaler sur une très grande dispersion, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas contester et c'est quelque chose qui est opérationnel. Pour conclure, la pression exercée par la population humaine dégrade tous les comportements de notre écosystème et est dangereuse pour l'avenir de notre espèce. Je crois qu'il faut le reconnaître. Comment faire face à ce danger? Modifier les comportements, c'est une certitude, et agir pour que la population mondiale s'inscrive sur une pente de décroissance. C'est dans ce sens que milite l'association Démographie Responsable, et je la remercie pour ça, et je vous remercie de votre attention.